Je voulais juste préciser une petite chose, puisque les questions ne viennent pas tout de suite. Euh, Cette projection en fait s'inscrit dans un dispositif donc qui s'appelle du court au long, donc qui est programmé donc par Cineson, et donc c'était le dernier jour. Et donc dans ce dispositif, donc c'est la projection donc du court métrage euh, des auteurs. Donc en l'occurrence, Amé donc avait réalisé un court métrage qui s'appelle Ce chemin devant moi, donc qui a été sélectionné donc au Festival de Cannes en 2012. Ouais. Voilà. Et donc on vous le projettera donc à la suite de ce dialogue de cinéastes. Merci. Gros fan de Chili Mazarin, moi aussi. On est déjà venu, hein. C'est pour ça, on fait pas semblant. Ouais, donc gros fan de la rumeur, de l'encre et tout ça. Donc on a été super content quand vous avez commencé à faire du ciné. Super touché parce que déjà au niveau du son, vous aviez une démarche vraiment particulière. Le film là est vraiment super réussi. Il y a vraiment il y a vraiment un truc sur un quartier en tout cas qui est super fort quoi. Enfin, je connais bien la rue Fontaine, tout ça, donc ça m'a bien parlé. Voilà, Slimane Dazi, enfin, peut-être, voilà quoi, vraiment des vrais trucs, etc. Et puis voilà, une super belle narration, un film qui commence vraiment de manière un peu âpre, et après, voilà, ouais, ça découle, ça se révèle, etc. Et bon, moi, je suis fan, donc je sais pas. Non, mais c'est un vrai, ouais, c'est un vrai beau film, c'est un vrai beau film. Voilà. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup plu. Bah merci, Bravo. hein. Merci infiniment. Écoute, hein, c'est un film, toi qui connais assez bien l'essence de la démarche de la rumeur, voilà, qu'on dédie enfin, qu'on fait non pas qu'on filme dans la foule, quoi. Voilà, nous notre geste, c'est de faire partie des gens, comme on peut dire. C'est pas d'être une extraction le temps d'un film ou d'un concert ou d'une interview, quoi que ce soit, quoi. Non, c'est vraiment bah, c'est filmer ce qu'on voit. Je veux dire, on n'est pas à Paris, voilà, on bat le pavé. Quand on va chercher nos gamins à la crèche, enfin, voilà, on n'est pas du tout déconnecté finalement de la vie réelle. Le métro, enfin voilà, nos potes, c'est des gens qui sont dans le film, voilà, certains sont chômeurs, d'autres sont un peu plus turbulents, voilà, d'autres sont plus réinsérés. Voilà, on filme vraiment notre écosystème, quoi. Et après, il y a des acteurs professionnels qui nous ont fait l'honneur de venir, mais Reda Kateb, on le connaît depuis une vingtaine d'années. Pareil pour Slimane Dazi. Mélaï Laurent, elle habite le quartier. Voilà, elle était assez fan de la démarche de la rumeur, et donc ça s'est fait assez spontanément. Donc tout ça, finalement, c'est raconter des gens tels qu'on peut. C'est un peu se raconter aussi soi-même, sans volonté quelque part de surintellectualiser, de faire des espèces de scénarios de genre qui obéissent à comment dirais-je, à des films de vengeance ou des films. Non, nous, le seul genre qu'on connaît, c'est la vie, quoi. La vie, voilà, avec dans ses fluctuations, voilà, dans ses surprises, dans ses inattendus. Voilà, c'est pas du tout d'obéir quelque part à des ressorts fictifs comme ça où il faut absolument qu'il y ait un début, un milieu, une fin. Voilà, c'est une tranche de vie comme ça, sur une heure, avec des instants, avec des personnalités comme ça qu'on capte. Je veux dire, des métiers qu'on n'a pas l'habitude de voir, des petits, des petits, euh, des petits rescueurs, des gens qui font ce qu'ils peuvent tout simplement dans le contexte que vous connaissez et qu'on subit tous, et avec, si je puis dire, je veux dire un décalage de plus en plus arrogant avec nos élites et leur comportement. Donc il est vrai qu'un film comme ça, quand on se dit, bon bah a priori, bon, lui, il a fait ça, il n'a pas de papier, il ira en centre de rétention, puis après, il se fera virer. L'ASPIP, bon, qui se tape son employeur, au pire, elle a une mise à pied, mais de toute façon, elle peut se retrouver au chômage. Nas, à la fin du film, bon, il peut très bien aller lui faire la peau ou pas, mais de toute façon, son avenir, il est. Hein. Mais tous ces gens-là, la loi, elle s'exercera, elle est faite pour eux. Voilà. Pas pour ceux qui
qui la font. Donc aujourd'hui, je pense qu'en ce contexte électoral, ce film qu'on n'a pas voulu forcément en faire une espèce de pamphlet politique comme ça, l'est par rapport à la nature du geste. J'ai un peu beaucoup parlé. Alors, ce qu'on a coutume de répondre à cette question, parce qu'elle revient de façon récurrente, ouais, je crois, à tous les débats, on y a droit, mais elle est légitime, on se rend compte de la on a, comment dirais-je, et on le prend comme un compliment. C'est-à-dire que quelle est la part de la vie réelle, des gens réels, du lieu réel qu'on a filmé, et quelle est la part du scénario. Tout est très écrit. Tout est très écrit, tout est extrêmement pensé, très articulé. Les enjeux des scènes sont posés de façon on n'a jamais perdu notre ligne, on n'a jamais perdu de vue le film, on ne s'est pas, comment dirais-je, retrouvé à court d'idées sur le tournage. On va faire un peu de remplissage parce que là on sent qu'il nous manque quelque chose. Et c'est parce que tout était très écrit et que le cadre était extrêmement précis, on savait précisément ce qu'il fallait aller chercher, qu'on s'est autorisé à laisser entrer comment dirais-je, le pouls réel du quartier, sa toxicité aussi sonore. C'est un lieu, vous connaissez, j'imagine, tous le boulevard de Clichy, ce coin-là de Paris, une artère extrêmement fréquentée, il y a beaucoup de brassage, beaucoup de bruit, des va-et-vient, même les intérieurs sont pollués par l'extérieur qui est là en permanence. Voilà, donc il s'agissait d'arriver avec une charpente scénaristique et des caractères extrêmement précis, avec des angles acérés, et en même temps de tirer, j'allais dire, profit de ce qui pouvait se passer autour de notre petit set de tournage qui était très léger, un dispositif assez léger qui devait nous permettre, on a tourné à l'épaule, on a tourné façon sans autorisation, en étant discret, en sachant être sur le pavé, sur le terre-plein, sans trop déranger la bête, comme on a coutume de dire. Et cette vie qui est assez tumultueuse et mouvementée, on savait que c'était... il en allait de la réussite du film, de savoir en tirer l'esthétique et le souffle. Voilà, ce pouls-là, c'est un pouls du quotidien. Il n'y a rien d'extrêmement spectaculaire dans le film. C'est bon, ça c'est on n'a pas navigué à vue, on ne s'est pas retrouvé le bec dans l'eau à plus savoir quoi trop faire. On a dû improviser en fait des situations à certains moments, mais parce que le film nous y poussait, et parce qu'il y avait une promesse chez certains personnages qui avaient moins de scènes que ce qu'on voit dans le film, et on a écrit très vite, du jour pour le lendemain, pour leur donner la possibilité d'avoir plus de chances de se défendre. Le personnage de l'épicier, par exemple, dans le film, il doit avoir une scène et demie, quoi. Il a un peu plus d'espace. T'as cru que c'était une bibliothèque ou quoi? Et puis après, c'est des choses qu'on suscite parce que c'est un travail de famille, c'est un travail d'amis, c'est une troupe, un peu comme ça peut exister au théâtre, mais c'est une troupe, et c'est des gens avec qui on a envie de travailler, c'est des gens qu'on connaît, avec qui on a un vécu humain préalable au cinéma, avant même l'idée qu'un jour on fera un film. On connaît tous les gens que vous avez vus à l'écran. Bach, Reda, Slimane, Constantine, c'est des gens les commerçants. Ça vient de beaucoup plus loin que le cinéma, j'allais dire. On en a fait un film, et donc ça, tout ça crée l'espèce de comment dirais-je, la sensation, plus que le naturalisme. Là, il y a la captation d'un truc qui jaillit, quoi, qui est, voilà. Une petite question aussi qui doit revenir assez souvent. Le SDF là qu'on voit vendre son vélo par exemple, c'est quoi? C'est un peu un résumé du film, une caricature?
Non, c'est un personnage au début qu'on voulait. En fait, on aime bien aussi quelque part créer des espèces de métaphores comme ça, dans lesquelles, en fonction quelque part du niveau de compréhension de chacun et de ce qu'il ressent du film, arrive quelque part à aller, je veux dire, finalement à trouver une explication, on va dire, chacun à son niveau. Moi, je le vois, en tout cas, mais c'est venu aussi, je veux dire, à mesure qu'on montait le film, comme une espèce de métaphore du destin, voilà, ou une métaphore donc du destin, mais aussi du quartier, des gens qui n'ont plus de sous et qui courent derrière de l'argent. Donc lui, il court, je veux dire, derrière de l'argent pour s'acheter sa dose, mais parce que c'est ça, en fait, c'est un toxico, quoi. Et on n'a pas voulu montrer, au même titre qu'on n'a pas voulu montrer des calibres, on n'a pas voulu montrer je veux dire, des mecs en train de couper du shit ou des trucs comme ça. Parce que c'est vu et revu et il y a tout le temps sur internet, à chaque fois qu'il y a des films un peu entre guillemets connotés, on voit toujours les mêmes scènes, toujours les mecs en train de faire les mêmes gestes. Non, au même titre que voir un mec avec la shooteuse dans le bras et de se chercher ses veines ou je veux dire dans les gencives et tout. Non, on préfère ça de le laisser un peu, comment dirais-je, un peu au vécu de chacun. Voilà. Il y a des gens qui n'ont pas compris complètement, je veux dire le gosse qui disait mais je comprends pas, qu'est-ce qu'il y a à faire là. Bon bah oui, bah t'as pas compris, moi j'ai compris, pourquoi on l'a fait, parce que voilà, c'est une espèce de comment dirais-je, voilà, c'est une espèce de poisson pilote qui nous conduit un peu dans ce quartier, quoi. Tu vois, voilà, dans ce quartier, dans la vie de Nas et c'est ça. C'est Moi, il me fait penser à un personnage, alors je ne sais pas si c'est une de vos références cinématographiques, Spike Lee, dans Do the Right Thing, il y a un personnage qui s'appelle Smiley, je ne sais pas si vous vous souvenez. Ouais, je vois. Le beg. Ouais, est-ce qu'il a inspiré un petit peu Maintenant que j'y pense, j'ai pas, non, il n'était pas dans le champ des références, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. super film, The Race. J'avoue, non. Et c'est quoi alors le champ des références pour vous, pour la c'est la fabrication rue, de ce film-là? Je veux dire, tu te poses à une terrasse de café, des mecs comme ça, t'en vois 10. Ouais, c'est clair. Soit ils viennent te demander, je veux dire, 2 euros, je veux dire, voilà, je veux dire, ou bien une cigarette, on se pose aux Abbesses ou à Pigalle ou à Blanche. Franchement, on fait l'expérience à une terrasse de café, là, il est à peu près 10 heures. Au minimum, t'en verras 3 ou 4 passer des mecs comme ça. Donc ça fait partie de l'écosystème ma foi, j'ai pas l'impression qu'on les voit beaucoup, en tout cas qu'on les met beaucoup à l'honneur quand on parle de Paris, ces gens-là. Ou bien, voilà. Mais je parlais des références cinématographiques en fait, si vous ouais, en aviez pour ce film-là. On en a pas plus que nous, on écrit nos films en fonction je veux dire et nos personnages plus sur la base d'anecdotes. Moi, je suis finalement pas très cinéphile. Amé l'est beaucoup plus. Après, comment on arrive quelque part à confronter notre imaginaire, on se rend bien compte que finalement, ce qui donne, évidemment, il y a des fondamentaux, il y a des films qu'on aime bien, mais aussi des chansons, aussi des clips, et aussi et surtout, on va dire qu'il correspond à 80% finalement de notre champ des possibles et de la façon dont on va créer finalement, raconter une histoire, c'est par rapport à ce qu'on voit. Voilà, à notre culture des bars, à nos potes, à ce qu'on raconte, à nos concerts, à la façon dont, on prend le temps et même, on va dire, depuis 20 ans, nous, on a rencontré toutes les associations possibles imaginables dans tous les quartiers de France. Je veux dire, des gens on a fait des ateliers d'écriture en prison, on a joué dans des bibliothèques. Enfin, je veux dire, voilà, c'est ça au fait de notre parcours, c'est vraiment de la musique au sens populaire du terme. Et tout ça, quelque part, constitue finalement un foisonnement, en tout cas, d'idées et d'images qu'on injecte dans nos films. Mais il n'y a pas à aucun moment, on nous dit oui, c'est vrai que le film a été très bien accueilli par la presse et on a été les premiers surpris. C'est-à-dire que Le Point ou que a priori, c'était plus des gens qui étaient hostiles quelque part à notre musique. Bon, ils ont reconnu quelque part les qualités, on en est tout à fait ravis. C'est bien la preuve que, voilà, il y a peut-être des choses qu'on a compris aussi avec le temps. Mais souvent, on nous dit oui, ça fait penser au Cassavetes, ça fait penser à un cinéma des années 50, ça fait penser, c'est tout à fait gratifiant. Ça nous comble parce que c'est des auteurs monstrueux.
Voilà. Mais encore une fois, quand on rentre sur un plateau de cinéma, on pense pas à ça. Ou même quand on prend notre feuille pour écrire des scénarios, on n'y pense pas trop, quoi. Comment il a été écrit justement le scénario, là pour le coup? À 4 mains, vraiment. Les deux siennes et les deux miennes. On a fait une première version où il y avait 4 films dans le film. Il a fallu écrémer. On voulait dire beaucoup trop de choses sur ce quartier. Et on a resserré autour des deux frères et d'une trajectoire qui pouvait se compter en quelques jours, quelques semaines tout au plus, le temps d'un mois d'août. Voilà, donc on s'est accordé, comment dirais-je, à réviser à la baisse l'unité de temps et d'action. Et puis on a aussi pris le parti d'arrimer le point de vue et la caméra, enfin, bon, le point de vue d'abord à l'écriture, à hauteur d'homme. Voilà. Et de pas se mettre à survoler Pigalle, de pas se mettre à survoler les immeubles, les rues, etc. Et d'imaginer une écriture vraiment au ras des têtes, au fil des jours, et s'attacher au quotidien. Et mettre en scène des moments de vie à partir des choses j'allais presque dire les plus banales. Un bar, une bousculade, une bagarre, un vol de vélo, du bonneto, un petit vendeur de CD à la sauvette, un coiffeur africain, etc. etc. Des choses assez simples, quoi. Un plein à la station essence avec une carte bleue qui est bloquée. Voilà, on a cherché à faire simple. On l'a pas vu dans un film, ça. Ouais. On l'a vu Mais parce qu'on l'a vécu. ouais, je vais rebondir justement là-dessus, sauf s'il y a une question dans la salle. Il y a un parti pris de mise en scène, moi, que j'ai trouvé hallucinant, enfin que j'avais pas vu ailleurs. C'est justement ce dispositif où à un moment donné, vous filmez ce qui se passe en second plan pour moi, donc ce qui se passe dans la ville, dans le quartier, pour arriver après par moment sur nos personnages principaux. Ouais, Elle est venue comment en fait cette idée? Bah, elle nous est venue d'une idée, après je laisserai Romain répondre parce que je sais qu'il a aussi son mot à dire là-dessus, d'une idée simple, c'est encore une fois, voilà, on a un périmètre qu'on connaît. Bon, déjà il faut savoir que nous on aime nous, on aime la performance. Donc, parce qu'on vient de la musique et le rap, par définition, c'est une musique où tu performes, voilà, où tu as un micro, une platine, et si demain ta platine est bug derrière et tu as 1000 personnes devant, il faut quand même que tu continues ton concert. Tu ne peux pas dire attends, je retourne dans les loges et puis dès que c'est réparé, je reviens. Ça n'existe pas dans notre musique. Donc, il y a vraiment cette culture finalement je veux dire, on va dire de la. Pas de l'improvisation, mais voilà, où tu es obligé de quelque part de composer avec les éléments. Le maître de cérémonie. Ouais, voilà, c'est ça. Mais tout ça pour dire, pour revenir sur ta question, parce que j'ai fait L'idée de pouvoir d'abord filmer le second plan et arriver après sur les personnages principaux. Quoi. Bah, c'est vrai que après nous, voilà, ce que je vous disais par rapport à Pigalle, une performance, c'est que poser une caméra aujourd'hui à Pigalle, quand on sait que Pigalle, je veux dire que ce soit des sex shops, que ce soit sur le terre-plein, que ce soit les joueurs de bonneto, que ce soit, voilà, ça reste quand même, surtout sur l'artère centrale, ça reste quand même un quartier de trafic où les gens n'aiment pas se montrer. Voilà, il y a des, on va dire, même on sent même que des fois un selfie ou une photo, il y a toujours un rabatteur qui dit, qui se met comme ça ou quoi que ce soit. Mais quand tu arrives avec une caméra et une équipe, la plupart du temps, ça se passe pas très bien. Enfin. Tous les tournages, à notre connaissance, tous ceux qui sont allés là-bas se sont cassés les dents. Alors, ou bien ils ont été obligés de casquer. Nous, zéro, pas un centime d'euro. On ne sait aucune histoire, rien du tout. Tout simplement parce qu'on connaît le quartier, parce qu'on fait partie des murs, parce que je veux dire, on le transpire le quartier. Voilà. Si on met une caméra, les gens, quelque part, toute la faune de Pigalle, c'est pertinemment qu'on va, je veux dire, c'est pour la restituer, mais aussi quelque part pour la, comment dirais-je, pour la venger, pas pour la venger, mais pour, en tout cas, c'est si demain moi je passe dans la rue et je vois finalement un type que j'ai l'habitude de voir à Pigalle avec la caméra,
j'aurais pas le réflexe de dire oui non tu me filmes pas ou de faire le tour. Je passerais même volontiers. Et ça quelque part, sachant que finalement c'est un quartier où la rumeur est née, on a nos entrées absolument partout et on y est tous les jours. Et ben on est d'abord parti de ça. Voilà, dire voilà comment on rentre dans le cinéma français. Nous, on ne se fait pas racketter. Nous, on va dans des quartiers aujourd'hui où les gens, quand ils veulent les filmer, c'est avec l'assentiment du commissariat du 18e et avec, comment dirais-je, une barrière de sécurité incroyable, avec des billets que les boîtes de prod ils balancent à tout le monde, je veux dire à peu près tout le monde. Nous, on a fait tout l'inverse. Parce que c'est à ce prix-là que quelque part on peut filmer la vérité du quartier. Et donc partir finalement de ce postulat-là pour arriver à nos personnages, c'est venu tout à fait naturellement, d'une certaine manière. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Partiellement, mais je crois qu'Amé va peut-être compléter. Au niveau du découpage technique, en vérité. Je reviens sur une séquence, tu sais, c'est par exemple la séquence où tu as le vendeur de CD et puis de tissus africains qui marche, qui déambule sur le boulevard, qui fait plusieurs boutiques, qui arrive finalement chez le coiffeur, et là on tombe sur le personnage de Lucrèce. Ouais. C'est dans cet esprit-là, parce que c'est vraiment risqué ça en fait. On est sur des personnages secondaires, alors qu'il y a une intrigue qui se trame quoi en fait. On l'a fait. Le film est parsemé de ce dispositif-là. C'est des digressions où, comment dirais-je, on revient au drame, on revient aux personnages principaux, mais par la faune du quartier. Donc on ne sait pas au départ très bien qui on suit. On a fait ça, il y a les joueurs de Bonto, il y a leur vendeur de passeports ou de faux passeports, on ne sait pas très bien, avec son petit Borsalino. Il y a le chien, aussi. Le chien qui retombe sur le bar, ça c'est vraiment bien. Mais c'est aussi une volonté, comment dirais-je, de ne pas s'en tenir qu'au premier rôle et de peupler le film de figures importantes du quartier, de faire tenir la représentation du quartier par une multiplicité de visages. Et de donner à ces second, troisième rôles qui en général sont absents ou sont très lointains dans le film, dans le fond du plan, leur donner la possibilité d'être au premier plan. Donc il y a quelque chose j'allais dire, qui tend à égaliser autant que possible le premier rôle, les premiers rôles, les seconds et troisième rôles, et donc quelque chose de profondément, j'allais dire, égalitaire et démocratique. Voilà, ça a l'air de rien, c'est un risque. C'est vrai que c'est un risque. Il faut bien le doser. C'est des moments généreux. C'est des moments où la vie des rues et des gens qui la peuplent entre dans le film. C'est pas du documentaire. C'est pas des gens qui étaient là et qu'on filme contre leur gré. Non, c'est maîtrisé. Tout est leur vendeur de CD DVD. C'est quelqu'un qu'on connaît bien au préalable. C'est une scène qui a lieu à Château d'Eau. On va dire que c'est une excroissance de Pigalle. Ça fait partie du grand Pigalle, voilà, qui va du 9e jusqu'à la porte de Clichy, quoi, pour nous, en passant par la Chapelle, Gare du Nord, etc. Gare du Nord et tout. Donc pour nous, Pigalle, c'est ça, quoi. Le 18e, notre 18e, c'est ça. C'est ce j'allais dire, c'est ce microcosme, enfin, le monde entier est là, quoi, tout est là. Et donc voilà, c'était et ça, on a, pour restituer un peu de ce souffle et de cette hétérogénéité des rues, des lieux, des boutiques, etc. On avait besoin vraiment d'un collectif et que des gens prennent en charge à leur façon, sans être des premiers rôles, la vie du film, quoi, sur quelques secondes, quelques minutes, et puis on revient à notre drame, à notre intrigue principale, parce que il faut qu'on avance aussi dans la narration. Mais voilà, tout ça, c'est un scénario, comme disait l'autre, c'est ce qui reste. Un film, c'est ce qui reste quand on enlève le scénario. Il y a l'intrigue, il y a les rebondissements, les nœuds dramatiques, etc. Le premier, le deuxième, le troisième acte, l'exposition, le dénouement, etc. Mais l'âme d'un film, c'est ce qui reste quand on retire le scénario. Voilà, c'est pas quantifiable, ça se résume pas à une façon de raconter des histoires
la façon de raconter des histoires du Classique. premier manuel de storytelling venu, quoi. Donc C'est ce qu'il y a de plus dur à faire exister, au fait, quoi. C'est de mettre de l'âme, quoi. C'est de mettre de la soul. Voilà. Les Nord-Américains, c'est ce qu'ils savent faire merveilleusement bien. Voilà, des chants de coton, du blues au gospel. Voilà, c'est qu'ils n'oublient pas de parler, de faire parler l'âme. Voilà, nous, on essaye autant que possible l'âme, pour moi, c'est les gens qui composent un quartier, c'est les voir dans leur déambulation quotidienne, dans leur façon finalement de se démerder, c'est ça l'homme. Et ça, c'est un geste quelque part, c'est quelque chose qui sera récurrent dans nos prochains films. Mais au-delà de la captation, pour mettre l'âme, est-ce que, genre, sur le casting ou sur la direction des acteurs, vous avez une manière en fait de travailler pour insuffler justement cette âme? Bah déjà, dans le choix des acteurs, nous, on travaille avec des praticiens, quoi. Je veux dire, les gens qu'on filme sont, à l'exception peut-être de Reda et de Mélanie Laurent, qui sont vraiment dans la composition pure. Encore que Reda, voilà, il connaît un tout petit peu ces environnements-là, parce que c'est quand même quelqu'un qui a grandi à Ivry, dans un quartier. Mais il y a eu quand même un vrai effort pour tous, de composition. Mais encore une fois, nous, notre casting, on le fait, par exemple, je vais prendre l'exemple de Lucrèce, celui qui fait l'escroc, là. Bah, moi, c'est un type qu'on a rencontré avec Amé, qu'on connaissait un peu, c'est un producteur de hip-hop, avec une réputation pour la moins sulfureuse. Mais nous, on l'a rencontré à une terrasse de café, et on cherchait le personnage de Lucrèce, et en sortant de ce rendez-vous, on s'est dit avec Amé, bah ça y est, on a Lucrèce, c'est lui. Alors ça va pas être une mince affaire quelque part pour l'amener au jeu, mais là, en l'espace de 1 heure de discussion, il a mis tout ce qu'on attendait de Lucrèce. Voilà. La façon dont il nous a abordé, voilà, parce que c'est quelqu'un qui vient du quartier de Barbès, voilà, qui est connu à Barbès. Donc voilà, on s'est dit, Lucrèce, on va te ramener, on va partir quelque part de ce que t'es, et on va t'amener vers notre personnage. Mais comment ça se passe? C'est-à-dire, lui, il a déjà le scénario, ou vous avez construit le personnage d'une certaine manière? Non, mais il y a le scénario, il a lu, il a appris ses textes, il est là. Mais après, c'est c'est la rencontre de ce qu'il est et du personnage. On ne veut pas nier ce qu'il est pour aller vers un personnage. On a besoin des deux. Donc du coup, vous lui avouez, ouais, t'es un escroc dans le hip-hop, toi aussi Non, c'est pas aussi caricatural. C'est justement l'idée de faire du cinéma et de prendre des gens. C'est aussi quelque part dans le but, de faire naître des vocations aussi, tu vois. Moi, je sais que Willy, c'est un vrai acteur aujourd'hui. Il y a tous les agents de Paris qui lui courent derrière parce qu'il a, et puis on l'a vu sur scène aussi. Moi, je l'ai vu sur scène au Bataclan, d'ailleurs. C'est le dernier concert que j'ai fait au Bataclan, où il jouait avec son groupe. Et avant la fusillade, la tuerie. Et je me souviens, la dernière fois que je suis rentré au Bataclan, il était là, il était en train de rapper et tout. Je me suis dit, bon, bah voilà, en plus, il a cette dimension-là. Alors, je pense qu'il a peut-être une musique, il a un groove naturel. Et bon, on va l'amener à Lucrèce. Après, la direction, c'était après on était à mémoire, on est sur on est derrière le combo, bon bah ça c'est bien, ça c'est moins bien, ça peut être refait. Mais son rôle avait été écrit avant avant l'évidence qu'il était pour lui. Et on avait eu tendance peut-être à Lucrèce à en faire un personnage dans un premier temps assez bavard, très loquace et très embobineur comme ça avec les mots. Et on a rectifié ça parce que Willy, il était déjà plein. Il était déjà plein du personnage et lui faire tenir comme ça, lui tendre un crachoir pendant des lignes et des lignes. Il y avait quelque chose qui était moins efficace, qui était moins puissant. Là, il a déjà énormément de charisme, et en faire un personnage un peu taiseux, mais qui a à des moments bien précis et bien choisis dans une négociation, c'est ramener les choses à ses intérêts et les affirmer dans le face-à-face avec Nas, notamment avant de lui taper le bar. On a pris le parti d'en faire un personnage qui voit les choses venir, qui séduit Nas avec la technique de l'échantillon gratuit. Voilà,
il lui fait tutoyer son petit rêve, il le caresse, il organise, il finance la première soirée et il crée une espèce de dépendance de Nas vis-à-vis de lui. Et il a pas besoin d'énormément de mots pour exister et prendre une place dans le film. Enfin, à chaque scène, à chaque plan, il a une photogénie, un charisme et une présence qui se suffisaient déjà quoi, à elle-même. Donc ça, c'est des ajustements qui ont, comment dirais-je, qu'on opère Sur le plateau, en fait. sur le plateau, un petit peu au préalable. Je crois qu'on a viré peut-être les trois quarts des dialogues qu'on avait écrits, qu'on avait imaginés pour un personnage un peu abstrait, pour le personnage un peu abstrait de Lucrèce, quoi. Je vais. Tu veux? Ouais, j'ai une petite question, moi. Il y a une... public aussi des questions. Regarde, je suis dans le public, si tu veux, je m'assois. Oh bah, je laisse le dessus. Allez-y, allez. Non, mais ça va être long. Je vous en prie. Bonsoir. Il y a une scène que j'ai bien aimée, c'est celle de l'expulsion Manu Militari de Nas du bar, donc qui résume bien donc la gentrification de ces quartiers pauvres, disons, de Paris. Et ça résume bien avec la même violence, en fait, la violence des gens qui habitaient ces quartiers-là, donc qui sont obligés, poussés, invités à quitter ces quartiers parisiens, vers la Petite Couronne ou au-delà. Est-ce que, en changeant le titre du film, parce que si j'ai bien compris, il avait un titre provisoire qui s'appelait Mon nom à Pigalle, je crois. Est-ce qu'en le changeant, en le titrant ainsi, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'était l'histoire du film, en fait? Ouais, mais c'est marrant que tu me poses cette question, que vous me posez cette question, mais au début le film s'appelait Paris Chic. Voilà, c'est-à-dire Paris Chic, c'est le nom d'un bar à tabouret, un bar à pute, excusez-moi, pardonnez-moi de l'expression, mais c'est comme ça que ça s'appelle, à Pigalle, sur le boulevard de Clichy. Voilà, il s'avère que nous on connaissait un ami à moi, Daniel, qui était le portier, qui était plus ou moins le gérant, et puis après qui est parti à s'installer à Montpellier. Et on voulait tourner quelque part le bar, le Prestige s'appelait le Paris Chic. Voilà. Entre-temps, ce bar, ça s'est mal terminé. Un jour, on passe devant, il y a des impacts de balles, je sais pas ce qui s'est passé, des vitres cassées, tout ça. Puis après, puis bon, on a essayé plus ou moins de recontacter un des actionnaires qui était, c'était un nid de crabe. Donc on a abandonné cette idée. Mais il y avait déjà quelque part derrière ce titre-là l'idée de montrer un Paris qui n'est pas chic du tout, justement. Après, il y avait Mon nom à Pigalle. Voilà. Mon nom à Pigalle, c'est Nas qui veut faire son nom à Pigalle, tout simplement. Et, qui va donc c'était une autre histoire, hein, j'imagine. Non, c'est la même. C'est-à-dire que sauf que ça concentrait, on va dire, l'histoire, ça mettait à l'honneur un seul personnage, à savoir le personnage de Nas, et ça avait tendance quelque part à relayer les autres vraiment au second plan. Alors que, je veux dire, son ambition était la même. C'était d'arriver dans un quartier, dans un terrain, en tout cas. Où semble-t-il il y a beaucoup de choses encore à construire en termes il voulait renouer avec un peu ce Pigalle quelque part qui a plein de lumière et qui faisait rêver à une certaine époque. Il va se casser les dents parce qu'il va tomber contre plus malin que lui, qui quelque part assume complètement le fait d'aller vendre au plus offrant, quoi. Donc le plus offrant, c'est ceux quelque part qui finissent par créer un quartier qui est complètement vidé de son essence populaire. Ensuite, on a pensé au Dernier Parisien, parce que justement, il y avait l'idée quelque part des deux titres réunis, mais quelque part qui prenait en compte toute la faune, en plus finalement de la trajectoire de Nas, et avec en toile de fond, même plus qu'en toile de fond, l'idée que Pigalle
n'est plus un quartier populaire, mais un quartier qui appartient à Starbucks, à Naturalia, je veux dire à Zara, bref, comme dans tous les centres-villes de France possibles imaginables. On voit à peu près l'OPA de toutes ces multinationales partout, et ça devient une espèce de musée pour touristes où tu as du selfie, tu as des cartes de touristes, mais t'as plus rien, quoi. Voilà. Après, j'aurais une question technique. Est-ce que ça a été facile de trouver des financements, donc d'aller démarcher donc, les producteurs? Et puis, au niveau distribution, est-ce que c'est distribué ailleurs qu'en Ile-de-France? Disons que tu poses que des bonnes questions. Là, c'est vrai. Non, mais il faut compléter. Vous pouvez peut-être nous parler du budget du film et le nombre de jours de tournage. 1,5 million. Ouais, on se garde vraiment un petit budget. Et par rapport à la distribution, il dirait que le film a bénéficié d'une explosion médiatique. Je veux dire, on était absolument partout et tous les médias se sont appropriés. Voilà, de toutes les émissions de radio, des émissions de télé, ça va des cahiers du cinéma à Voici, quoi. Donc c'est plutôt un beau tour de force. Par contre, en revanche, on a un distributeur, on avait pour ambition d'avoir une centaine d'écrans, on n'en a eu que 49. Donc ça réduit considérablement quelque part, je veux dire, parce que tout simplement le distributeur avait sa ligne, je veux dire, dans son esprit, c'est un film d'auteur, c'est un film pour Télérama, voilà, et un certain public. Quand vous commencez à intéresser Le Parisien et Télérama et France Info et 20 minutes et Les Inrecuptibles ou quoi que ce soit, il commence un peu à se dire c'est trop gros pour nous. Donc on ne sait pas quoi faire. Donc après, déjà il y a eu 49 copies, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas espérer moins en fonction quelque part de l'onde de choc qu'il y a eu médiatique. On en subit encore. On n'arrête pas de venir, on nous demander de parler du film sur des émissions de télé, radio et autres. Voilà, donc dans le monde, partout, on a eu des pages, des articles qui nous ont été consacrés absolument partout. Et donc voilà, il y a eu... écoute, pour répondre à ta question de la distribution, c'est un film qui a eu une grosse couverture médiatique et qui a été mal distribué. Là, à ce stade aujourd'hui, non, tout est renégociable avant la sortie du film. Enfin, 2 semaines avant la sortie du film. Un vrai distributeur, on va dire conséquent, on va dire pas forcément gros en taille, mais oui. Maintenant, notre distributeur, pour le coup, après il y a des distributeurs qui savent distribuer ce genre de film et leur apporter le nombre d'écrans nécessaires. Et il faut avoir envie de prendre un minimum de risques. Financier aussi, parce qu'une sortie de film, ça s'accompagne aussi avec ce qu'on appelle les frais d'édition. Donc c'est un investissement financier pour accompagner le film, son marketing, sa visibilité, des campagnes d'affichage, etc., etc. Et voilà. Oui, mais le succès il est conditionné malheureusement aussi par le succès médiatique et je veux dire en termes de plus-value média et pour un premier film, c'est absolument incroyable ce qui arrive par rapport à ce film. Maintenant après, il est alors oui, on va dire que sur 49 copies, les résultats sont bons, mais ce n'est que sur 49 copies. Après, le distributeur invoque des arguments qu'on a un peu du mal à entendre parce qu'on sait ce que c'est la censure. On a été un groupe quelque part de rap qui a été particulièrement censuré, mais nous explique que ce film-là, je veux dire, il y a certains exploitants de province qui n'en veulent pas. Beaucoup d'exploitants de province qui n'en veulent pas. Je leur ai dit, et là, je veux dire, dans ce cas-là, il fallait nous mettre une interdiction au moins de 18 ans. Et puis l'histoire, elle était pliée. Non, en fait, la réalité, c'est qu'ils se sont appuyés sur sur la notoriété, on va dire, du groupe et sur sa capacité à fédérer du média derrière et à créer quelque part un événement médiatique pour se dire que finalement, on va investir peu. Parce que si vous voulez des écrans,
supplémentaire, ça coûte de l'argent. En marketing, ça coûte de l'argent en affiches. Nous, on est parti voir, par exemple, à Châtelet-Les-Halles, on faisait des 2000 par semaine, ce qui était énorme. On était devant le film de Bellevaux et devant certaines productions américaines. On est resté que 2 semaines. Voilà, pour rester 2 semaines, il faut en plus, il faut un tout petit peu payer derrière. Pareil pour Paris, par exemple, on tablait sur, le film s'appelle comme Les Derniers Parisiens, sur un minimum de 12 écrans, ce qui n'est pas la panacée, minimum de 12 écrans, voire 14, on se retrouve avec 6 écrans. Allez, 2, dont 2 salles dont ils sont gérants. Donc en gros, on était sur... alors oui, alors, on fait du monde dans le Luxor, c'est plein, Châtelet-Les-Halles, c'est plein, mais on va dire que nos ambitions, elles étaient quand même plafonnées. Après, pour répondre précisément à votre question, ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on fait maintenant. C'est-à-dire qu'il y a les réseaux de la CRIF, de toutes ces salles de banlieue quelque part, et on va à la rencontre du public. Demain, on est à Pantin, la dernière fois, on était à Brest, on était à Quimper, la semaine dernière, on va à Montpellier cette semaine, on va à Nanterre, on va partout où parler du film, parce qu'au bout d'un moment, ce film-là, il appartient avant tout à son public, et plus les gens finalement qui sont sensibles quelque part à la démarche et à la parcours de ce film se le réapproprieront et en parleront, et plus quelque part l'événement on l'a créé, voilà. Maintenant on veut comment dirais-je, aller au contact des gens, en parler, et que les gens quelque part se le réapproprient, voilà, pour arriver au moment des comptes et dire un film d'auteur, ça dépend aussi quelque part de la vision économique et financière que peut avoir, je veux dire, un distributeur qui n'est qu'autre qu'un intermédiaire. Voilà. Après, plus en détail, il y a des questions aussi liées. Les premiers films, c'est extrêmement subventionné pour les distributeurs. Donc en gros, là, ils perdent pas d'argent, mais il n'était pas question d'en dépenser plus. Donc Je voudrais juste rebondir toujours sur cette dimension économique. Vous avez décidé de produire le film aussi. Ouais. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir faire ce film, pour pouvoir faire ce type de film, pour avoir les mains plus libres, et parce que on vient de la production indépendante dans la musique, et parce qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait le faire et qu'on était les meilleurs ambassadeurs auprès des commissions, auprès des chaînes de télévision. Et que il aurait été absurde de laisser parler quelqu'un d'autre à notre place. Et puis voilà, on est un peu formé, on a usé les bancs de l'école pendant quelques années. Et c'est des choses qui étaient à notre portée, quoi. On s'est un petit peu sous-estimé à un moment. On a pensé que c'était une énorme montagne à gravir. C'est du travail, c'est pas simple parfois. C'est des refus, c'est des écritures, des réécritures, c'est du réseau, c'est convaincre une chaîne de télévision, un guichet public comme le CNC, la région Île-de-France, des distributeurs, des investisseurs privés, à un moment de mettre un peu de sous chacun pour nous permettre de faire notre film. Et ça prend du temps. On l'a financé relativement vite, cela dit. On a dû le financer en 8-10 mois à peu près. Ça coûte pas cher ce genre de film. Enfin, à l'échelle d'1,5 million, c'est rien. C'est considéré comme un petit budget. Les marges, elles sont nulles. Hein. Enfin, y a pas de, voilà, on fait pas de marge. C'est pour ça que disait Amé est vrai. On vient de la production indépendante. Aujourd'hui, on arrive à se dégager des marges par rapport à la musique, parce que la musique est un champ qui est tellement sinistré qu'on se refait sur les concerts, et on sait que de toute façon nos albums sont plus des placements de marques, de produits. Je veux dire, des produits d'appel, on va dire, que finalement des volontés d'en vendre des paquets, puisque plus personne ne vend de disques. Donc il y a une façon de se réinventer. Après, dans le cinéma, je veux dire, nous, notre salaire producteur, on l'a mis pour que les techniciens soient payés en annexe 1. Voilà, c'est-à-dire que les techniciens soient payés normalement, parce que vous savez, il y a le coût des producteurs qui leur disent oui, mais attendez, vous travaillez à minima, et si on fait du gras, je vous le partagerai. Mais dans 99% des cas, ils font pas de gras. Donc après, malheureusement, les techniciens l'ont dans l'os. Donc c'est ce genre de choses. On peut pas raconter ce genre d'histoire en ayant ce genre de comportement. Voilà. Moi, je préfère me dire, avoir fait ce film et me retrouver avec mes 49 copies, voilà, et d'être d'avoir à le défendre. Je veux dire, et puis parce que c'est merveilleux ce qui se passe autour de ce film. Voilà, on n'est pas du tout, voilà, on a gagné quasiment sur toute la ligne. Maintenant, il y a une incompréhension, mais qui relève
plus quelque part de notre distributeur, voilà, sa capacité pour le coup, je veux dire, d'accompagner une vraie dynamique plutôt que de la plafonner. Ça, c'est quelque chose que, je veux dire, vous donnez ça un cours de première année dans d'économie comparée, le type, c'est à ne rien y comprendre. Je crois que on rencontre des personnes, on va discuter de ce film partout, personne ne comprend, absolument personne. Là, il y a un film d'horreur qui vient de sortir, qui est, je sais pas, soi-disant, qui fait le buzz. Il a d'horreur, hein. Ouais, des cannibales adolescents en train de se. Non, il faut pas le définir comme ça. On les a reçus le mois dernier. Ouais, enfin, très bien. Mais d'accord, mais il a 90 copies. Mais je veux dire. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Une interdiction. Vous avez 49 copies. Le film il est sorti il y a quasiment un mois. À peu près. Vous êtes à combien d'entrées là? On a plus de 30 000, on va arriver à 50 000 sans problème. Voilà. C'est quoi la démarche à venir en fait pour le coup? Parce que voilà, vous êtes parti de la musique indé, du rap, vous êtes produit vous-même. Là aujourd'hui maintenant vous créez une boîte de production et vous réalisez finalement votre premier long métrage. Ouais, c'est quoi après la vision derrière ça? La démarche, c'est de continuer à faire ce qu'on fait. Mais encore une fois, encore faut-il travailler avec des gens voilà, qui comprennent que à partir du moment où voilà, il y a qu'on paye parce qu'ils sont mandatés pour accompagner, je veux dire, des phénomènes ou pas. Mais le cinéma, pourquoi par le cinéma maintenant? Mais non, mais on continue la musique. Là, on est sur un album. On continue à faire du cinoche tant qu'on. Ça s'oppose pas, hein, mais ça s'est jamais opposé. Hein. Même dans nos esprits, c'est de l'encre, les derniers Parisiens, accéder à l'image et à la possibilité de faire des films, c'était pas accéder au Saint Graal et bon, la musique, c'était bien beau pour nos 20 ou pour nos 30 ans, voilà, mais aujourd'hui, on fait de la culture de la vraie, quoi. C'est pas du tout ça. Tu vois, c'est parce qu'on a continué à faire de la musique qu'on fait ce type de film. Et c'est parce qu'on fait ce type de film qu'on a envie de retourner sur scène. On y était la semaine dernière. Encore la semaine dernière, ouais. On a présenté le film et puis après, à 22h, on allait faire un concert. Voilà. Et ça, je trouve que c'est beau. C'est belle la vie, hein. Mais c'est pas, non, c'est le métier qu'on a décidé de faire et puis et c'est vrai que je veux dire c'est contraignant, hein, faut pas croire, hein, parce que je veux dire on est quand même je veux dire voilà, on est des artisans, quoi, de la culture, quoi. On n'est pas des voilà, on a une petite structure, voilà, on emploie une personne. Bon, voilà, on est sujet à n'importe quel, je veux dire, exactement aux mêmes difficultés que n'importe quel commerçant, n'importe quelle personne qui essaie de créer de la valeur ajoutée économique dans ce pays. Voilà, il y a des fins du mois, on a du mal à se payer, on est obligé de faire des concerts. Je veux dire, des fois qu'on n'a pas eu d'actualité, on est obligé de les faire au rabais. Les gens s'imaginent qu'être producteur de cinéma, c'est le tapis rouge à Cannes et descendre de la limousine avec un costume avec un 13 000 euros. C'est tout le contraire. Enfin, nous, dans notre cas, à nous, c'est voilà, si Achille Mazara il avait fallu venir en métro, on serait venu en métro, quoi, et en RER. Je crois que la première fois d'ailleurs qu'on était venu pour Delan, qu'on était venu en RER. Bon, là on a eu un cab, donc. Non, j'avais pris ma voiture. Ah ouais, t'avais pris ta caisse, ouais, exactement. Non, c'était pas Achille. Ouais. Donc tout ça fait que voilà, mais on est heureux comme ça. Voilà, on fait des deux. On fait du rap. On fait du rap, on joue. Du rap, c'est de la musique électronique. On produit, on est sur scène, on écrit. Ouais. Voilà. On fait ça depuis qu'on a l'âge de 20 ans, en fait. J'en ai 42 aujourd'hui. Donc ça commence à chiffrer. Il y a une question au fond. Ouais, donc je voulais demander pour le film, on trouve vraiment un truc réaliste avec le Paris, comme vous montrez avec le vendeur. Pourquoi pour vous c'était important comme ça de montrer la réalité de Paris, en fait? Et aussi, est-ce qu'on va retrouver ça dans vos prochains films? Merci pour cette question, très intéressante. Montrer le Paris qui a imprimé nos rétines depuis 20 ans et qu'on retrouve peu ou pas à l'écran dans le cinéma français, montrer de cette manière-là, s'intéresser à ces trajectoires-là, à ces profils-là, à cette petite vie qui peut paraître négligeable,
ou qu'on peut facilement snober ou toiser, c'est des gens sur lesquels on se retourne pas dans la rue, quoi, la plupart de nos personnages. Montrer Paris comme ça, montrer un Paris qui est en train de disparaître. Voilà, c'était avec il y a quelque chose qui se dérobe, il y a quelque chose voilà qui ne va plus exister, qui ne sera plus là dans quelques semaines. D'où le titre, Les Derniers Parisiens. Donc c'était ça, c'était de capter et j'allais dire d'immortaliser un Paris qu'on a aimé, quoi, et qu'on aime toujours, et on adore ce quartier. Ce qui est intéressant de ce que vient de dire Amé et aussi quelque part dans l'idée qu'on a voulu défendre dans ce film, non mais enfin pour le coup je rebondis là-dessus, c'est que au bout d'un moment on n'a pas voulu poser confessionnaliser ou mettre des gens en fonction de leur appartenance religieuse, en fonction de leur race, on n'est pas du tout dans ce genre de propos. On a filmé la diversité, on va dire une diversité de plusieurs microcosmes. On voit bien que les amis d'Areski, c'est plus finalement des gens, on va dire, des néo-parisiens, on va dire, attachés à la question du terroir, des bons vins, on en connaît parce que le bar, le restaurant dans lequel on a tourné, c'est précisément quelque part un restaurant qui fait des vins bio. Quand il parle de Nage, à un moment, il dit oui, ce vin-là, il vient de Nage. Moi, ma femme, elle est originaire du Gard et elle vient d'un petit village qui s'appelle Nage où ils font du vin. Enfin bon, bref, ça fourmille de petites références très enracinées quelque part à la réalité française, on va dire. Et d'un autre côté, on va dire une approche un peu plus métisse. Voilà, c'est un film clairement métisse, mais métisse au sens noble du terme, c'est-à-dire qui se nourrit de toutes ces influences. Malheureusement, la conséquence de tout ça, c'est qu'ils ont tous pour point commun d'être pauvres, en tout cas d'essayer de se battre et de faire ce qu'ils peuvent. Donc que tu sois bobo, un peu racaille, un peu magouilleur, un peu truc, quoi que ce soit, de toute façon, d'ici 5 ans, ce sera tout le monde dehors. C'est ça que ça veut dire Les Derniers Parisiens. Et ça, je veux dire, on aimerait que ce genre de sujet soit... Parce que moi, je veux pas que, par exemple, mon quartier, le 18e dans lequel je vis, dans lequel je suis attaché, où j'ai créé tout mon imaginaire, je sais que dans 5 ans, ça va devenir comme les Champs-Élysées. D'un côté, vous aurez le Qatar ou je ne sais quelle puissance du Moyen-Orient, avec les Russes, avec les machins, avec les trucs, avec les bidules. Et puis, en vérité, vous aurez plus de Parisiens, quoi, tout simplement. Voilà, c'est parce qu'il y aura juste à l'eau du pognon et puis l'arc de triomphe, l'arc de triomphe au fond, un peu plus loin de Champ de Mars et machin. Ça fait flipper, mais c'est à ça que c'est en train de devenir Paris. Et c'est à ça que ça ressemble Pigalle. Vous savez, nous, le meilleur compliment qu'on a pu avoir, c'est de la Gazette de Montmartre. C'est une gazette qui existe depuis l'après-guerre, qui nous a consacré un article pour Les Derniers Parisiens et qui nous a dit, et pourtant on peut pas les taxer, on va dire, c'est un journal assez réac, voilà, c'est ce qu'on appelle la République de Montmartre, c'est bien à droite, si je puis dire. Et ben n'empêche que l'article qu'ils ont écrit sur le film, c'est certainement le témoignage de toute la presse que j'ai considéré le plus touchant. Ils disent, voilà, des gens qui parlent de Pigalle tel qu'ils le connaissent, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais le fait est que ce qu'ils disent, c'est filmé. Pigalle, aujourd'hui, il est comme ça, et ce qu'il dénonce, c'est vrai. Point. Je voudrais rebondir encore, toujours, mais sur le film. C'est vrai que vous avez beaucoup montré le quartier de Pigalle, mais à un moment donné, on va ailleurs. On va de l'autre côté du périphérique, si je puis dire. Et Gennevilliers, enfin la manière dont ça a été filmé, je trouve ça très intéressant, parce qu'il y a une performance aussi, au niveau d'un plan, en l'occurrence, quand Areski donc est devant l'immeuble, rentre dans l'immeuble avec son cousin, me semble-t-il. Donc tout ça en plan séquence. Voilà, donc du coup, ma question c'est la suivante, c'est, vous avez bien parlé de Paris, est-ce que dans les prochains films, puisque c'était la deuxième partie de la question du jeune homme du fond, est-ce que l'idée c'est de parler peut-être aussi d'autres quartiers? On s'efforce on s'applique à représenter et à parler de choses qu'on connaît, d'autres quartiers de Paris, à part le 18e, je sais pas, j'ai pas d'ancrage affectif dans le 6e, dans le 12e, dans le 15e,
Je saurais pas comment. On n'y va jamais, surtout, quoi. Ouais, voilà, j'ai pas d'ancrage tout court, quoi. Ouais, quand tu vas chez le médecin ou tu vois. Non, même pas. Il y a des médecins dans le 18e. Quand tu prends le train, non, mais tu sais, genre. Enfin, le 13e, c'est la médecine du sport, ou tu vois, ou quand on va à Montparnasse prendre le train. Mais en tout cas, ce qui est pour le prochain là qu'on est en train d'écrire et on va rester dans le 18e, on va explorer une autre artère du 18e, ça se passera plus entre la place de Clichy et la porte de Clichy. C'est aussi un lieu qui est en pleine mutation. Il y a le tribunal de grande instance qui déménage de l'île de la Cité à la porte de Clichy. Et donc ça va tout reconfigurer et c'est un quartier qui est en train de s'adapter et qui s'apprête à accueillir une clientèle d'avocats, de magistrats, donc tout ce qu'un tribunal de grande instance peut charrier, quoi. Et donc il y avait sur les maréchaux à cet endroit-là, au niveau du métro Port de Clichy, il y avait des boucheries halal, des épiciers, il y avait des commerces populaires. Et c'est fini, quoi. Il y a la buvette du Palais, il y a plein d'enseignes qui ont poussé. C'est une espèce d'énorme bâtiment, une très grande tour de verre, à 800 mètres à la ronde. Ils ont tout rasé, c'est une horreur, quoi. Et donc en amont, il y a encore quelques mois, il y avait des tapins et des travelots. C'est assez connu pour ça, cet endroit-là particulier, quoi, de la porte des Clichy. Et donc ça, c'est fini, quoi. Il y a toute l'artère, toute l'avenue de Clichy jusqu'à la porte de Clichy. Je n'ai pas vérifié, mais je pense que le foncier a bondi peut-être fois 1,5, qui était déjà très cher. Mais on peut aller on peut encore crever le plafond, manifestement. Et donc c'est un film qu'on va tourner là. C'est un film qui traitera de l'ubérisation des relations entre les gens, de l'ubérisation de la vie et des trajectoires, à un moment où il y a ce mouvement-là qui est déjà présent dans les derniers Parisiens, et ce sera le même type de trajectoire, mais ce sera essentiellement des portraits de femmes. Cette fois, c'est un film très masculin. On veut explorer ces questions-là à travers des portraits féminins, des personnages féminins. Et donc, pardon. Sur Gennevilliers, tu m'as pas dit grand-chose. Ouais, et donc, le film, c'est bien avant qu'on voit Gennevilliers, on sent que la question, elle se pose en termes de centre et de périphérie. Voilà, il y a Paris, et puis il y a Nas qui vient du quartier, qui a les codes du quartier, qui déborde son frère, et qui n'est pas légitime parce qu'il n'est pas vraiment installé, inséré, intégré à Paris, quoi. Et il veut être à Paris, il veut être reconnu et il veut être légitime à Paris. Donc c'est une réflexion sur ça aussi. Ce qui est marrant aussi, je t'attends, mais je pense à voix haute, hein, mais je me rends compte que moi je sais pourquoi je suis particulièrement attaché à ce plan à Gennevilliers, tout simplement parce que la façon dont voilà, Areski arrive, on voit à travers la vitre que c'est Gennevilliers. Ensuite, la caméra, on voit des gamins en train de jouer au foot. Bim, l'interphone. Après, la caméra qui panote. Et on a l'espèce de vieux marbre qui a dans toutes les cités de France, je veux dire, des constructions, on va dire, des années 70. L'ascenseur avec les trucs. Et puis, on arrive dans la maison. Voilà, la banlieue expliquant en quelques plans. Voilà, on n'avait pas besoin de montrer, je veux dire, un commissariat, je veux dire, un supermarché, un machin, un truc. Enfin, je veux dire, c'est... dans le geste du film. Mais ce que je note aussi, c'est après ça, c'est quelque chose qui est venu tout à fait, je veux dire, on va dire, ça n'a pas été prémédité, mais ça s'est fait un peu dans le geste naturel du montage. C'est que tout est beaucoup plus lent en banlieue. On sort de l'hystérie et de la caméra qui tremble à Paris. Les plans sont beaucoup plus, voilà, la caméra elle ne bouge pas. Voilà. Et quand on est chez la mer, alors là carrément, on a presque l'impression que c'est un autre film qui pourrait presque commencer. Et dès qu'on revient à Paris, dès qu'on retrouve Nas, il y a cette espèce de, je veux dire, de comment dirais-je, de tension, en tout cas, qui a été créée, où il y a les vibrations, où il y a le pavé parisien quelque part qui s'imprègne un peu dans l'image, quoi. Mais ce retour en banlieue, c'est aussi le retour vers les origines de ce qui a cloché de ce qui n'a pas fonctionné entre Nas et Areski, de pourquoi Areski est parti.
Il est parti pour fuir le quartier, à une période où la CAM arrivait de façon massive dans le quartier, mais il est aussi parti parce que dans la famille, il y a des choses qu'il ne pouvait plus supporter. Il ne pouvait plus rester sous le même toit que la tante. On comprend, c'est effleuré, et donc c'est le moment un petit peu où on touche l'os un peu du chaos familial, voilà, et des fractures au sein de la famille, voilà, et qui ont mené Areski d'un côté et Nas de l'autre. Donc il n'a pas abandonné par gaieté de cœur, et il a fait ce qu'il a pu aussi, voilà, et donc c'est un moment où il fallait qu'on pose les choses et qu'on atterrisse en banlieue, voilà. On y vient en 2 plans et demi. On est dans l'appartement, et il y a un effet de montage aussi qui est curieux, mais qui est voulu. C'est quand le petit cousin invite Areski à entrer dans l'ascenseur. Il rentre dans l'appartement. Et voilà, et ils sont dans l'appartement. Aussi... Mais on est tout le temps dans un enfermement, de toute façon. On est dans le train, le RER. On voit la gare de Gennevilliers, donc depuis l'intérieur du RER. On est déjà dans l'immeuble. Et Areski donc rentre dans l'immeuble. En fait, c'est un parti pris. On a fait quelques establishings, ce qu'on appelle les establishings, c'est les plans d'ensemble avant d'entrer. Les plans Dallas, moi j'appelle ça. Ouais. Comment ? J'appelle ça les plans Dallas. Voilà, les plans Dallas. Donc c'est donc une vue d'ensemble d'un lieu, bien, Dallas. d'une rue, d'une maison, etc. Et puis ensuite on va resserrer. Bon, ça c'est assez classique, assez balourd. Et on a supprimé tout ça. On a à aucun moment recours à un establishing, à un plan d'ensemble, à des plans très généraux, ou des plans à la grue, ou des plongées comme ça à partir des toits de l'immeuble, ou ce genre de choses. C'était un parti pris, quoi. On peut très bien, je veux dire, ça fonctionne très bien dans des films, ça peut même être très beau. Mais voilà, on voulait avoir, comment dirais-je, être presque dans la tête dans un guidon, quoi, du début à la fin du film, et trouver des respirations dans les visages, dans les rapports entre les gens, voilà. Donc c'était. Et l'épicerie, c'était fait dans le même esprit ? Parce que l'épicerie, on est à l'extérieur avec Constantine, on rentre, on est au niveau de la caisse, on passe même carrément dans les rayons, en fait, depuis l'extérieur. On n'a pas tout calculé, hein. Honnêtement. Et comment ça se fait qu'on rentre dans les rayons ? J'aime bien l'économie de plan, j'aime bien les plans séquences, mais on n'a pas voulu tout faire en plan séquence. Mais dès qu'on peut filer comme ça une action, et puis il y a un truc aussi qui est important, c'est qu'on a besoin que ça marche en une seule prise. Et ça nous vient du rap, ça. C'est-à-dire qu'un texte, t'es face à ton micro, en studio, t'enregistres ton texte, et la performance, c'est de l'exécuter avec ta respiration naturelle d'un seul trait, sans mettre de pansement, de collage, de copier-coller, etc., de ne pas tricher, quoi. Et il y a cette dimension-là dans le plan et dans la prise unique et dans le plan séquence. Et quand ça fonctionne en plan séquence et quand ça vit, ça suffit. De toute façon, moi, les plus grands, je veux dire, au-delà de sortie du cinéma, mais les performances que la dernière fois je regardais, je lisais une interview de Jacques Brel, et parce qu'il faut savoir que c'est quand même un type qui était tout seul sur scène à déclamer des textes pendant 1 heure, 1 heure et demie, et finalement je veux dire, c'était presque du cinéma pour aveugles. C'est-à-dire que le type a une telle, est tellement habité, une telle puissance d'interprétation, et du moindre mot à la moindre expression, au moindre truc, mais il était contraint de le faire sans se tromper du début jusqu'à la fin. Il n'y avait pas de ce qu'on appelle comme dans les concerts de pop, où un mec qui est caché derrière le retour de scène en train de chanter le texte au cas où il n'y avait pas de playback ou de faux live. Parce que voilà, par exemple, il y a plein de chanteurs de pop. Ce qu'on ne sait pas, hein, voilà, c'est que derrière un live de Johnny Hallyday, malheureusement, voilà, on a pu un peu voir derrière. Il y a un type qui est derrière, comme ça, qui est caché derrière les retours et qui lui chante ses textes à peu près avec la même voix. Comme ça, s'il se gourre ou s'il a une respiration, et voilà, le public il voit que le vent. Non, il s'en est pas caché, c'est vrai. Non, mais ça reste quand même un immense chanteur. Non, mais
Non, mais je me disais juste que quelque part, par opposition à un type Je comme l'ignorais, ça. Braille, Je viens voilà. d'apprendre quelque chose. Braille, il était, il envoie du lourd du premier du premier au dernier morceau. Tu viens de briser un mythe. Ouais, c'est grave. Il va- Johnny, non, tu peux pas. Et donc, Mais excuse-moi, je te coupe justement. Parce qu'il y a un truc qui était très intéressant. Est-ce que dans le hip-hop, il y a d'autres choses que vous avez récupérées comme ça, le hip-hop ou le rap, tout simplement, que vous avez intégré dans la manière de faire les films? ouais, mais c'était justement tout le sens de quelque part de mon intervention. Tout le Où je geste, il est conditionné, il est trempé là-dedans. Où je disais que la vérité quelque part d'une première prise, la vérité même la maladresse quelque part, d'une première prise, c'est souvent celle qui a le plus de d'âme, si je puis dire. Voilà. Elle sera pas parfaite, mais dès lors que tu cherches pas la perfection, ça devient moins un problème. Et ça nous vient du hip-hop. Alors, il y a encore une question. Bonsoir, je voudrais plus revenir sur les acteurs et le scénario du coup. Moi ce que j'ai apprécié justement c'est que vous mettiez tous les acteurs sur un pied d'égalité, que ce soit donc le premier, le second ou le troisième rôle. Et ça se voit vraiment que c'est des gens que vous connaissez, avec lesquels vous avez grandi, parce que même s'il n'y a qu'une ou deux scènes sur chaque acteur, on peut s'imaginer facilement la vie qu'il peut y avoir donc, derrière chaque acteur, et c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Et sinon, donc, vous aviez dit au départ qu'à la base il devait y avoir 4 films dans le film, donc du coup je voulais savoir quel était vraiment le scénario de départ avec ces 4 films dans le film. C'était une façon de parler, mais on voulait mettre trop de choses qui faisaient intervenir des microcosmes, des classes sociales extrêmement variées. Le film il s'appelait Déméter. Ouais, ça s'appelait Déméter. Et ça commençait de l'avenue Junot. C'est-à-dire qu'au niveau de la rue Montmartre, où Areski était censé habiter, est un homme d'affaires qui habite dans un 300 mètres carrés avenue Junot, et son petit frère Nas venant de sortir de prison, lui arrivait à Pigalle. Donc Areski, on va dire, son cheminement, c'était plus la brasserie, la mascotte, qui est une espèce de brasserie hors de prix au niveau des Abbesses, où il avait ses habitudes. Et Nas, c'était plus le terre-plein central. Voilà. Je me souviens que l'action, le film commençait, au jour des vendanges de Montmartre. Voilà, où il y a tous les notables quelque part de Montmartre à l'échelle de Paris qui se donnent rendez-vous pour goûter le vin, l'édition de l'année, quoi. Et ça faisait cohabiter trop de microcosmes à la fois. Parce que pour que les deux frères finissent par se retrouver et se retrouver tous les deux sur le terre-plein en 1h30, c'était pas tenable. Il fallait 10 heures quelque part pour qu'ils réussissent, en tout cas dans notre façon d'écrire. Donc après on s'est dit bah non, on va ramener ce film à une réalité qu'on connaît mieux. La réalité du 300 mètres carrés avenue Junot, on la connaît pas encore, et ça se trouve on la connaîtra peut-être jamais, mais on va la ramener à l'échelle du pavé et d'un bar et des bars qu'on fréquente, et puis on a écrémé, et puis après dès qu'on a eu l'idée quelque part qui a vraiment fait consensus entre nous, on a écrit et puis allez. Non, c'est la dernière question avant le court-métrage. Non, moi j'ai plus de questions. Moi. À un moment donné dans le film, le toxico, il chante dans une langue. C'est quoi comme langue? C'est de l'albanais. De l'albanais. De l'albanais. Bonsoir. En fait, vous avez un personnage qui s'appelle Areski dans le film, un autre diastème, c'est ça? Diomède, pardon. Vous les aviez déjà dans. C'est la question dans bah ouais. Mais du coup, c'est pas les mêmes personnages, mais c'est joué par les mêmes comédiens, donc c'est bizarre en fait. Non, mais c'est parce qu'en fait, on aimait bien ses prénoms, et en fait, on aimait bien ses personnages. Maintenant, c'est un Areski qui est complètement différent, et un Diomède qui est complètement différent, parce qu'en l'occurrence, là, c'est un slammer, un peu débile. Mais il ressemble dans l'attitude. Voilà, mais parce qu'on l'aime bien cet acteur, parce qu'on était encore avec lui hier, parce que c'est un type qui. Il sait jouer les têtes à queue. C'est bien joué les têtes. Il m'a jamais vraiment convaincu dans des rôles sérieux. Et même quand je le vois dans un rôle sérieux dans un film, je peux pas m'empêcher de rigoler, quoi. C'est comme quand tu vois Didier Bourdon ou Pascal Légitimus qui veut faire du cinéma dramatique. Ça marche pas parce que tu les as déjà vus avant dans je sais pas combien de sketchs où t'es mort de rire, quoi. Et, ça a marché pour Jim Carrey. Quoi, non? Jim Carrey. Ah ouais, après il y a des mecs qui arrivent. Il y a Bourvil aussi qui arrivait. Coluche. Ouais, Chaud Pantin, ouais, c'est vrai.
qui arrivent à faire effacer les pages du comique. Mais ça, c'est des monstres. Hein. Mais donc, c'est les mêmes comédiens. Ouais. Avec le même nom, mais ils jouent des personnages qui sont différents. Mais peut-être même dans un autre film, on pourra même encore avoir Diomède qui viendra encore avec le même nom, mais qui fera un personnage complètement différent. Et Areski, pareil. Mais ça ne peut pas être d'autres comédiens qui joueront ces personnages. Non, enfin après, bon, évidemment, là, a priori, le trio Reda Kateb, Slimane Dazi, pour notre prochain film, on va retourner avec ces acteurs, en tout cas, pas prochainement, mais parce que ça reste nos potes, c'est nos amis avant tout, quoi, c'est la même famille. Et ouais, je trouve aussi. Ouais, c'est vraiment Reda, et en plus, ils ont vraiment tout donné, ils se sont fait mal en jouant. Ils sont vraiment, ouais, ils ont quelque chose de très, voilà, c'est, non, ça c'est vrai que ça c'est, pour les prochains, on a d'autres comédiens en tête, qui j'espère en tout cas seront aussi confirmés, aussi bons, mais voilà quoi. Donc c'est pas de règle au fait. On aime bien justement, voilà, je lisais un article. Je sentais que ça lui faisait mal, hein, un type du Figaro, mais bon, ça aurait pu être, enfin c'est pas parce que c'est le Figaro, hein, mais c'est juste que le mec il dit oui bon voilà c'est un bon film, ça tient de la prestation de Reda, mais bon en gros je comprends pas leur délire à vouloir rentrer timidement dans un genre, oui faites un film de voyous, allez-y, bah non. Non, c'est pas rentrer timidement dans un genre, c'est juste justement quelque part, voilà, l'idée quelque part qu'on se fait de nous, de notre cinéma, c'est de parler de la vie avant de parler dans un genre, de coller notre film dans un genre précis. Et ça renvoie un peu à ce que tu disais par rapport à ta question. Nous, les règles, voilà, c'est ça marche ou ça marche pas. Voilà. Après, les règles établies, je veux dire, la façon d'imposer, je veux dire, les absolus, la façon, les dogmes et tout ça, voilà, ça, des fois c'est bien, mais quand il n'y a que ça à l'écran, c'est relou, quoi. Pareil, la musique aussi. Hein ? C'est cette bienveillance, en fait, dans vos textes et cette authenticité, ce réel, et qu'on voit dans ce film, c'est cette authenticité dans le cadrage, dans les personnages, dans la narration, dans la façon de filmer, quoi. C'est juste génial. Merci. Bah, merci à vous. Merci beaucoup. Merci pour ce moment. On a vraiment, bien fait de venir ce soir. On a bien fait de venir. Pour ceux qui veulent rester, il y a un petit bonus à la fin. Donc ce chemin devant moi. Donc, je sais pas si tu veux pas dire un mot dessus. 10 mots. C'est pas la meilleure manière de terminer son vendredi. C'est un court métrage un peu dark, un peu dur. Donc c'est 2000. On sortait de l'encre et j'ai immédiatement enchaîné sur le tournage de la fin de la réécriture et le tournage de ce film, c'était en 2011. Et puis il a été sélectionné en compétition officielle à Cannes en 2012. Voilà, donc c'était avec Reda Kateb. Il y a aussi Slimane. Voilà, c'est deux comédiens. On a fait 3 films et c'est 2 comédiens qui ont toujours été de la partie. Voilà, donc je vous laisse le découvrir. Ça dure une quinzaine de minutes. Voilà, j'ai rien de particulier à ajouter, mais c'était une belle, un beau. Il a été tourné, je l'ai tourné dans la ville où je vis depuis 10 ans, Gennevilliers, à la Cité des Agnettes, où a grandi ma femme. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne projection. Et 15 minutes, bon, voilà, 15 minutes. C'est en banlieue, hein, c'est en banlieue et qu'en banlieue. Paris et Pigalle est loin, là. Même si voilà, donc je vous souhaite une bonne projection et encore merci, hein, merci de votre accueil et de ce débat très nourri. C'était super. Dans 3 ans.